Mesdames et messieurs, bonjour, bienvenue au Canada. Oui, au Canada, nous y sommes dans la ville de Repentigny. Nous sommes venus pour rencontrer des personnes qui font des choses formidables. Il fait très froid, nous avons moins 18 degrés aujourd'hui. Mais ce que vous devez retenir surtout, c'est ceci. Ils sont ingénieurs, ils sont avocats, ils sont médecins, ils sont enseignants d'université. Bref, c'est la crème de la diaspora africaine qui est logée quelque part ici au Canada dans cette ville. Donc, ils ont eu une idée formidable que JMTV Plus souhaiterait vous faire partager. Cette idée, c'est quoi? C'est la tontine immobilière. Oui, la tontine immobilière, tant fustigée par certains gouvernants africains, suivez mon regard, mais très appréciée. Hein? Je parle de la tontine par la Banque mondiale. Dans quelques minutes, vous allez découvrir des personnes exceptionnelles qui ont des idées qui leur ressemblent. Suivez-moi. Ils sont André-Roger Ndormo, président de la très grande association Yemba du Canada, 700 membres environ, dont toujours au moins 200 à chaque AG. Voyez-vous, j'ai assisté à une AG l'année dernière, je peux vous dire que c'était au moins 200. Ensuite, il y a Prince Nanfa, qui nous reçoit à son domicile aujourd'hui. Il est président en exercice du GASOD, groupe d'action pour la solidarité et le développement. Il est en outre chargé de cours à l'Université de Québec, Montréal. Il vous en dira un peu plus s'il le souhaite. J'ai oublié de vous dire que André-Roger Ndormo travaille dans la finance. Vous voyez ce que ça veut dire? Quelque chose de formidable, oui, qui n'aime pas l'argent. Et pour terminer, Maurice Nguépé, qui est community organizer, qui est enseignant lui aussi, toujours ici, à Montréal. Chers messieurs, bonsoir. 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 Pour tout dire, vous êtes le prince Nanfa. Le prince, pourquoi prince? De la généalogie Fondon-Kana 2 de Bafou. Ah, d'accord. Oui, mon père, Bogamgou, qui était de la descendante de Manfosa, puis il a été annoblé à Meta. Ah, d'accord, je comprends. Et juste à côté de vous, Maurice Nguépé. Maurice, on se connaît déjà, on ne va pas mentir aux gens. On avait fait une interview sur ton livre l'année dernière, et aussi dans les actions politiques, mais aujourd'hui on parlera tout sauf de politique. Tout sauf de cela. Voilà, très bien. Et à l'extrémité, un très grand fan du bœuf bourguignon, André-Roger Ndormo. Bonjour Monsieur le Président. Bonjour mon cher. Comment ça va? Ça va très bien, je suis très heureux de me retrouver assez surprenamment sur ton plateau aujourd'hui. C'est une émission que je regarde beaucoup. Et je suis acteur, je suis heureux de l'être. Merci. Il faut souvent bien regarder et mettre un peu d'argent pour qu'on travaille avec. Hein. N'hésite pas. Hein. Non, il va falloir davantage financier pour ça, que l'émission continue. Toi, tu es dans la finance. Si tu ne mets pas l'argent, moi, je fais comment vous fonctionnez? Non, tu vas fermer. C'est sûr, tu vas fermer. Alors, voilà. Si nous sommes ici aujourd'hui, chers téléspectateurs, c'est qu'il y a de cela quelques mois, j'étais de passage au Canada et Maurice Nguépé m'a fait l'habitude de vous montrer un projet qu'ils étaient en train d'implémenter ici et je me suis dit waouh. Alors, Maurice, c'était la tontine immobilière. Oui. Pouvez-vous, qui va prendre la parole en premier pour expliquer aux téléspectateurs ce que c'est que la tontine immobilière? Voilà, donc merci encore Jackie et merci aux téléspectateurs. La tontine immobilière est un concept que nous, d'abord nous trois qui sommes ici et qui sommes membres d'une association appelée GASOD, avons mis sur pied en 2006. C'est qu'une fois arrivé ici, on s'était rendu compte qu'il y avait peu de Camerounais et on ne savait pas où aller. C'est pour ça qu'on a créé ce groupe pour, n'est-ce pas, nous rencontrer chaque semaine et échanger sur les expériences quotidiennes de la vie au Canada. Et ce faisant, nous avons réalisé que la plupart des Camerounais à l'époque étaient de grands diplômés, mais avaient des emplois précaires. D'ailleurs, en 2006, le ministère de l'Immigration a sorti des statistiques dans lesquelles il faisait remarquer que la communauté noire en général, au Canada, et camerounaise en particulier, avait un niveau d'instruction au-dessus de la moyenne canadienne. Par contre, au niveau de l'emploi, ils étaient au bas de l'échelle. Alors, ce qui fait que quand on se rencontrait donc, en 2006 dans notre groupe GASOD, on se posait la question de savoir si ce n'était pas nous qui étions le problème.
Alors nous nous sommes dit, si nous sommes les plus instruits, et nous retrouvons à la dernière... à la queue de l'échelle sociale. À la queue de l'échelle sociale, ça veut dire que le problème, c'est nous. Et il va falloir que nous nous organisions pour sortir de cette situation. Et comment donc le faire? On a regardé autour de nous, on s'est rendu compte que il était très difficile de réaliser des projets à caractère économique comme au Cameroun. C'est-à-dire au Cameroun, par exemple, lorsque vous avez un petit capital, vous pouvez ouvrir une boutique, vous pouvez ouvrir un bar à gauche, à droite, n'est-ce pas, pour essayer d'évoluer. Mais par contre, au Canada, c'est extrêmement difficile parce que le standard, le niveau de vie est très élevé. Et on s'est rendu compte que les Canadiens, pour réaliser des affaires économiques, deviennent tout simplement propriétaires. C'est-à-dire qu'ils sortent du statut de locataire pour devenir propriétaire. Propriétaire, ça veut dire acquérir une maison. Bon, alors, nous avons donc pensé que c'était quelque chose que nous pouvions faire également, en fait, parce que acquérir une maison fait partie de notre culture également. Dans la culture camerounaise en général, c'est quand l'enfant construit sa propre maison qu'il peut se dire adulte, qu'il devient homme. Et puis on est allé donc réfléchir sur les stratégies de rassemblement du capital. Comment faire pour avoir le capital? Alors on a pensé à un modèle traditionnel qui est au Cameroun, c'est la tontine. Alors, la tontine au Cameroun, c'est quoi? C'est une façon de déposer de l'argent et de faire bénéficier aux membres sur une base rotative. Mais à la seule différence que cette tontine-là, lorsque le membre en bénéficie, la seule chose que les autres membres du groupe attendent de lui, c'est qu'il rembourse. Donc, on ne suit pas les réalisations de celui-là. Alors, on s'est dit, on va faire la tontine, mais de façon différente. Le groupe va déterminer un projet qui va être réalisé et on va faire la tontine pour réaliser ce projet et permettre à chaque membre de l'obtenir. Donc, par exemple, si on décide de faire de tous les membres d'un groupe des propriétaires, on va faire la tontine et on va s'assurer que chaque membre devienne effectivement propriétaire. On va l'accompagner dans l'acquisition de sa résidence. Donc, c'était ça l'idée de départ. Et puis... je pense que je vais en dire un peu plus. Je vous laisse la parole. Prince Nafa, 2006, nous sommes en 2020, bientôt 14 ans que ce projet est mis sur pied. Oui. Combien êtes-vous à être devenu propriétaire par ce mécanisme-là? D'abord, par ce mécanisme-là, nous sommes environ, je peux même estimer déjà environ à une soixantaine de personnes. Je dis bien soixantaine de personnes. Parce que nous avons commencé par le gazole et il y a un volet qu'on oublie, nos épouses. Vos épouses, qu'est-ce qu'elles ont fait là-dedans? Parce que nous avons mis le gazole sur pied et on a créé Femmes Solidaires. C'est-à-dire que les femmes devaient aussi s'organiser. Les hommes, on acquis la propriété et les femmes les meubles. Donc, c'était ça la... je comprends. Donc, la chaise dans laquelle je suis assis, là, c'est madame qui a... Oui, c'est comme le beignet que je mange. Dedans, Hein? les femmes, elles devaient meubler, acheter l'immobilier et tout. Et elles étaient encore dans un autre groupe. Ce qui fait que et le mécanisme était tellement simple. Si vous constatez, parce que dans la communauté, nous avions des agents immobiliers et tout. L'agent immobilier dit que oui, il y a tel propriétaire à tel niveau. On dit, bon, tu vas au niveau de ta banque. Si tu constates que, bon, au niveau de ta banque, tu n'as pas de problème, tu viens à la tontine, on te dit que oui, dans 2 mois, tu auras les chèques pour faire ta mise de fonds. C'était juste ça. Et la dame s'arrange aussi dans son groupe pour aller contacter les magasins qui vont venir meubler. Wow. Donc, et c'est comme ça qu'on l'a fait de façon progressive, ainsi de suite. Et comme on l'a expliqué même déjà off record, on était 15. On a constaté que ça a très bien marché. On a mandaté Maurice d'organiser encore d'autres sous-groupes de 15 à 12 personnes, ainsi de suite. Nous sommes déjà environ à 15 fois 14 groupes, c'est ça. Donc, on a créé le 14e groupe la semaine passée, je pense. Il y a une semaine, on a créé le 14e groupe de 15. Et c'est exactement ce qu'eux, ils vont faire.
et on leur donne vraiment les lignes directives. Comment est-ce qu'ils vont faire pour s'intégrer? 14 groupes de 15, ça nous fait environ 180 personnes. Là. Environ 200. Environ 200. Nous, on est là autour En de couple, 180, 200. En Bon, couple, maintenant, il faut compter les couples. Non, il faut multiplier par 2. Ah oui, puisque c'est des couples. Plus Voilà. mais je sais de quoi je parle, car ton fils qui était étudiant là est propriétaire sans être en couple. Je l'ai vu l'année dernière. Oui. J'ai la Ça, c'est mémoire, pas arrivé. Maurice, hein. Je vois. Hein? Exact. Oui, c'est ça. Il y a un facteur que Maurice a effleuré qui est très important, parce que ce contexte historique est très important pour nous. Lorsqu'on se retrouve à cette période 2006-2007, la particularité de la plupart d'entre nous, c'est que nous étions soit étudiants, soit à l'aide sociale. Donc c'est sur une base de rien, c'est sur la vision qu'on bâtit ce projet, de ce que nous voulons devenir. Mais dans notre réalité de ce moment-là, nous n'étions rien. Nous étions tous en train de travailler à la manufacture, à gagner le salaire minimum de 7 $ de l'heure à l'époque. En attendant... Et on commençait à faire On n'est pas arrivé directement à la tontine immobilière, c'est un processus. C'est un processus. On est passé par des tontines de 50 $ par mois. Et la particularité de cette tontine de 50 $, c'est que, bon, on met 50 $. Le but n'est pas l'argent, le but c'est de se retrouver, de parler de nos choses. Mais les 50 $, on verra après ce qu'on va en faire. Le chemin faisant, les idées se sont ajoutées. Mais un facteur que je voulais mentionner, c'est de comment on a pu orienter notre groupe vers des choses importantes. Parce qu'il a dit qu'on est au bas de l'échelle. Mais vous comprenez avec moi que quelqu'un qui est au bas de l'échelle ne va pas avoir la prétention d'avoir une maison de 500 000 500 000. Ouais. Donc, il a fallu travailler quelque chose. Il a fallu dire que nous sommes dans un pays où il faut savoir dans quel secteur d'activité on va pouvoir travailler pour être le plus opérationnel pour rattraper ce retard en termes d'intégration. Et Maurice est l'un de ceux qui, avec Prince, là qui sont arrivés, ils ont trouvé le programme d'enseignement qui est très très structuré ici et qui est un métier de très haut vol. Où, même si on a été enseignant dans notre pays, si on a un niveau de docteur comme eux, au Canada, on reconnaît ce niveau et on est payé en conséquence. Façon qu'ils sont intégrés dans ces filières et ont favorisé l'intégration de plusieurs personnes. Maurice est non seulement facilitateur, créateur de groupe, mais aussi facilitateur d'intégration des gens dans la profession d'enseignant. Vous savez quoi, chers parents, appelez tous vos enfants Maurice. Où est-ce que Maurice ça produit? Hein? Oui, il a fait beaucoup de choses. Mais Maurice, ça fait des choses. Hein? Et au moment où on se parle, lorsque vous arrivez ici pour qu'on commence l'émission, vous n'avez pas remarqué quelque chose? Il y a une dame qui m'appelle, que je ne connais pas, je n'ai jamais vue. Elle m'appelle, elle me dit, tu m'as dit qu'il y a quelqu'un qui peut m'aider pour rentrer dans le programme d'enseignement. Est-ce qu'il est déjà arrivé? J'ai dit, Maurice, viens. Voilà une dame. Le téléphone, on doit lui parler. Il a donné rendez-vous demain à 11h. On parle demain à 11h pour former, pour donner à la dame camerounaise comment faire, parce que c'est pas facile d'entrer dans ce programme. Mais lui, il sait comment faire pour y entrer. Il faut bien le protéger. Hein? Donc il est protégé. C'est juste, donc, on lui donne les épreuves, comment il va faire. Il a fait ça et plusieurs d'entre nous sont entrés dans ce programme. On a vu qu'est-ce qui est bien pour les dames. Les dames sont rentrées. La plupart de nos dames sont en emploi. Il n'y a presque pas de femmes qui ne travaillent pas. Elles sont toutes en emploi, basées sur une stratégie pour que nos femmes travaillent. Elles toutes travaillent. Et à partir de ce moment-là, on peut réaliser des projets qui sont financièrement solides. Oui. Donc c'était un moment très très important qui fait qu'on a pu décoller. Voilà pourquoi on pouvait partir d'une contribution de 50 $ par mois avec laquelle on ne faisait rien. On est passé à 200 $. Et aujourd'hui, étant que groupe leader, est-ce que vous permettez que je donne le montant que nous cotisons par mois? Non, c'est beaucoup plus que ça. Beaucoup. Beaucoup plus que ça. Non, c'est beaucoup, ça va. On n'a pas pris l'accord de notre membre qui vont se sentir peut-être. Ah, d'accord. Bon, ça, on va dire le modèle, mais on va dire combien. Et fondamentalement, c'est basé sur la confiance. Rien que ça.
comme autant de, Oui. De nos parents. de vos parents, de Oui. nos parents. Je vais pas C'est m'excuser. ça qu'on a amené, c'est-à-dire que nous, on dit à nos, faisons comme nos parents ont fait pour réussir. Oui, Hein, n'est-ce pas bon? Ouais, c'est clair. c'est vrai. C'est grand, Maurice. Voilà, Je donc- t'aimais déjà avant, maintenant je t'aime 2 fois plus. Merci. Hein? Voilà. Et puis, même à Paris, quelqu'un m'a parlé de toi en bien, tu le sais, je te l'ai passé au téléphone. Ouais. Madame Mangache, hein? Salut à toi, hein, à Sarcelles. Là. Elle m'a dit du bien, tu dit, tu fais comment, c'est quoi ton secret? Voilà, donc 2007, comme il a dit, lorsqu'on s'est rendu compte qu'on occupait des emplois précaires, on s'est dit, ben, même si vous avez un doctorat, même si vous avez une maîtrise, oubliez ça, retournez à l'école, formez-vous. Ah, Formez-vous, parce qu'avec un parchemin canadien, vous aurez plus de chances d'obtenir un emploi décent. Et c'est ce qui s'est passé. Lorsque donc, les nôtres de la communauté abandonnaient les emplois précaires et allaient se former dans les cégeps, dans les collèges d'enseignement général et professionnel ou à l'université, ils ressortaient et trouvaient de l'emploi. Et c'était là la première condition pour pouvoir maintenant embarquer dans le projet du développement, qui est cette tontine immobilière. Alors, je vais faire une petite précision. La tontine immobilière, c'était quoi en fait? C'est basé sur un calcul très simple. Au Canada, pour acquérir une propriété, il faut déposer une mise de fonds de 5%. d'accord. C'est-à-dire, C'est devenu 10%, voilà, 10% maintenant. voilà. C'est-à-dire que si vous voulez prendre une propriété qui coûte 100 000 $, il vous faut déposer 5 000 $ en comptant, en argent comptant. Voilà. Et donc, on s'est dit, ben, avec la tontine immobilière, on va aller chercher cette mise de fonds. D'accord. Et C'est simple que ça. oui, le calcul était très simple. On s'est dit, bon, si on dépose 200 $ par mois, multiplié par 15 personnes, ça fait 3 000 $ par mois. Au bout de 12 mois, les 3 000 $ deviennent 36 000. Si on divise les 36 000 par 3, on se retrouve à 12 000. Et on s'est dit, ben, dans ce cas, si on donne 12 000 à chaque membre par an, pour acquérir sa propriété, pour déposer sa mise de fonds, cela signifiera qu'on aura 3 propriétés chaque année à l'intérieur du groupe. Alors on a baptisé donc le projet quinquennal. Hein, on pensait un peu à Ijo avec ses projets quinquennaux. Donc, ce qui fait qu'au bout de 5 ans, les 15 membres auront déjà leur résidence. Et c'est arrivé. Et c'est arrivé. Au bout de 5 ans, chaque groupe. Donc, par la suite, on a commencé à bâtir les groupes progressivement. Et aujourd'hui, nous sommes à 14 groupes. Imaginez donc 15 membres multipliés par 14. Et vous pouvez donc faire, en faisant le calcul, ça vous donne une idée Du nombre de propriétés. du nombre de propriétés. Et c'est de cette façon que, on a parlé en offre tantôt, comment on investit un territoire. Sans que ce soit une stratégie, aujourd'hui, on a des Camerounais issus de ce forum, de cette association Solidarité et Développement qu'on appelle, c'est ça le baptême qu'on a donné, Solidarité et Développement. Nous sommes ici à Repentigny. Maurice est à Vaudreuil d'Orion, je suis de Mascouche, et on a investi comme ça tout le territoire. C'est-à-dire que partout, il y a un de nous. Wow. Partout. On n'est pas au centre de Montréal, on a investi de façon géographique tout le territoire, il y a un de nous un peu partout. Et on est en train de répandre à la capitale nationale, donc à Ottawa, Gatineau, à Québec City. Donc on est en train de répandre le modèle, tout doucement. Mais c'est pas possible. Vous savez que je suis en admiration devant vous. Ça faisait 1 an, mais tu m'as pas tout expliqué comme ça avant. Là, je suis doulement, quoi. Permettez-moi, le journaliste doit être émotif lui aussi. Hein. Je suis très impressionné par ce que vous faites. Hé, monsieur Justin Trudeau, vous ne voulez pas me donner le papier pour venir aussi m'installer ici? Je sais que vous n'avez pas besoin de journalistes chez vous, mais je ne vous dérangerai pas, je promets. Ou bien Maurice trouvera un petit pour ça. Bon, allez. Alors, aujourd'hui, je sais qu'il y a des organismes qui permettent aussi de travailler dans le social pour apaiser les douleurs dans les familles. Dans notre causée, vous m'avez parlé de quelque chose qui s'appelle le RPN, Retour au pays natal. Qu'est-ce que c'est que ça, Prince? Le retour au pays natal, c'est une association purement camerounaise, c'est-à-dire ça regroupe des Camerounais. Son objectif est très clair, c'est-à-dire rapatrier les corps des Camerounais, peut-être qui sont morts ici, et sans qu'on demande encore de l'argent
de gauche à droite comme on le faisait avant. On doit préciser ceux qui le souhaitent, car il y a d'autres qui souhaitent bien rester ici. Oui, pour tous ceux qui le souhaitent. Et comme je vous l'ai dit avant, nous ne sommes pas habilités vraiment à parler beaucoup du RPN parce que ça a un bureau et des membres. Nous tenons tout simplement à mentionner que la communauté Yemba du Canada, c'est-à-dire nous sommes environ, le président est là, nous sommes environ 700 et nous avons tout mis en œuvre pour affilier nos membres. Ce qui fait que au niveau de la communauté, nous n'avons plus pour le moment de difficultés pour demander de l'aide ou bien ceci pour rapatrier les corps des nôtres. Et ce que je voulais aussi mentionner, c'est dans la première rubrique concernant la tontine immobilière dont on développait tout à l'heure là, était cet esprit de confiance. Ça fonctionne très bien. Pourquoi? Parce que c'est des gens qui se connaissent correctement. On se connaît très bien, non seulement ici, mais aussi au Cameroun. Ce qui fait que certains problèmes, même si on ne parvient pas à les résoudre ici, les parents peuvent les résoudre au Cameroun. Donc nous n'avons pas, quand nous on envoie un chèque à un membre, on n'a pas besoin peut-être encore de garantie ou bien de ceci. On sait tout simplement que c'est un homme de confiance et un homme d'honneur. Le chèque qu'il prend, c'est pour faire œuvre utile. Et il va rembourser. Et quand on dit rembourser, ce n'est pas dans le sens qu'il y aura une contrainte. On sait que il va aussi contribuer. On ne rembourse pas de façon directe. Toi, tu contribues aussi pour les autres. Ce n'est que ça. Donc c'est la confiance, le principe de la confiance. C'est ça qui est la base. Alors, en bientôt 16 ans, y a-t-il eu des défaillants parmi vous? Car quelqu'un peut perdre son emploi et ne pas pouvoir rembourser $200 par mois. Y a-t-il eu des défaillances? Non, pas vraiment, et même pas. Et nous avons même, entre parenthèses, quelque chose comme un fonds de stabilisation. La maison des membres, ça n'appartient pas vraiment aux membres en tant que tel. Comme nous avons eu des membres, ils ont eu des problèmes. Mais ce n'est pas... tu as mentionné $200. $200, c'était vers le début. Oui, aujourd'hui c'est plus, mais on ne vous le dira pas. Ce que nous faisons, le membre qui a perdu son emploi, nous savons, nous prélevons, il n'a pas de problème, nous allons prélever l'argent dans les caisses pour payer son hypothèque sans problème. En attendant. Et on sait comment ça fonctionne ici. Peut-être que ce n'est pas comme en Europe. Vous pouvez perdre votre emploi et toujours continuer à vivre décemment. Parce que nous, au Gazode, le nom c'est vraiment solidarité et développement. C'est nous-mêmes qui allons savoir, peut-être c'est juste quelques membres qui peuvent savoir que tu as perdu ton emploi. On va toujours continuer à te supporter. Et des mécanismes. Tes factures vont être payées. On a prévu ça. On a prévu tout est là. On a prévu que ça peut arriver, parce que nous sommes des humains. Et ça peut arriver, on a prévu cela. Mais par coup de chance, il n'y a pas encore eu de défaillance. Moi, je vais quitter Paris. Allez voir Justin Trudeau pour moi. On va... Vous êtes là, vous êtes des vrais. Nous, on est passé par là. La plupart, on est passé par l'Europe. On sait bien faire la différence entre l'Europe et ici. Donc, autre chose qui est importante dans nos réunions, c'est... On ne parle pas de RPN. Mais comme on n'a pas le mandat d'en parler, on a commencé le RPN comme au début, on s'est associés. On payait pour que le projet soit viable. Il était question que chaque personne qui se fait enregistrer au RPN devait débourser environ $15 à l'époque en cas de décès pour permettre le rapatriement de la dépouille. Déjà, c'était très très bien parce qu'avant ça, nous en tant que leader de la communauté, on avait magasiné dans les compagnies d'assurance pour voir comment résoudre ce problème qui commençait vraiment à déranger. Il n'y avait aucune compagnie d'assurance qui était capable de nous sortir un modèle d'assurance, de rapatriement de corps qui nous convenait. Donc, lassé d'aller devant eux, il y a des gens qui ont pris les devants pour le faire. Mais eux, un coup qu'ils ont trouvé la solution, ils sont venus vers nous, ils ont dit voilà ce qu'on a trouvé. On a dit ok, on va travailler dans ce sens. Au départ, ils ont garanti que ce serait basé sur, n'est-ce pas, l'effet multiplicateur de membres. Plus on allait être grand,
plus ça allait être moins cher la contribution. Effectivement, ce qui s'était arrivé, à l'époque on n'était pas nombreux. On cotisait environ $15 par décès. C'est descendu progressivement à $12, à $10, à $8. Aujourd'hui, je dirais globalement ça coûte environ $1 par décès pour un membre. Puisque le RPN c'est aujourd'hui autour de 18 000 membres. Et je pourrais dire que de mémoire, je pense que comme Camerounais, je pense que le RPN c'est notre plus gros modèle de réussite en termes de sérieux, d'organisation. Et ça a tellement bien réussi que d'autres personnes voudraient faire la même chose. D'autres personnes, d'autres communautés? D'autres communautés, oui. Il y en a qui... Africaines. Ça fonctionne extrêmement bien. Et au niveau du gazole, on a expérimenté quelque chose que d'autres groupes ont aussi pris par la suite, toujours en assurance, parce que nous sommes Bamileke pour la plupart. Et les Bamileke ont un problème avec la gestion du deuil. Pour eux, là, un Bamileke qui ne peut dormir tranquille que si s'assure qu'il a bien préparé les deuils futurs. On est comme ça. Alors nous, au gazole, et ça vient de nos femmes une fois de plus, à l'époque, on s'est dit si un membre perd son papa ou son maman, qui est très important pour nous, on lui donnait, c'était $1 000. Non, c'était $1 000 à l'époque, même 700. Et un jour, nos femmes nous disent que dans leur tontine, elles donnent plutôt $5 000 en cas de décès. Là, ça nous a devenu, on est devenu fous, on dit, mais ces femmes-là, nous, qu'est-ce qu'elles nous amènent encore? Mais après avoir réfléchi, on se dit, mais c'est elles qui ont raison. À notre âge, là, si ton père, son papa ou bien ta maman est encore vivant, tu devras aller l'enterrer. Et ça ne coûte pas $700 ou bien $1 000, là, c'est de la route de l'argent. On s'est dit, notre groupe en tant que réseau de solidarité et de développement, notre plus grande joie, c'est de permettre à un de nous d'aller au Cameroun enterrer décemment ses parents. Alors on a pris le modèle des femmes, on a dit, bon, désormais c'est fini. Nous, on applique ça aussi. En cas de décès, on donne $5 000 à un membre, parce qu'on calcule qu'il va devoir payer son billet d'avion et puis participer. Et comme il va arriver là-bas, comme il est un benguiste, Voilà. on va dire, ah, je n'ai jamais vu l'argent. Voilà, donc il va devoir participer au deuil. Et ça, c'est aussi un de nos plus grands motifs de satisfaction. On n'a jamais été stressé parce qu'on dit que quelqu'un a perdu son père subitement et puis il tombe en panique parce qu'il ne sait pas quoi faire. Non, non. Passe voir le trésorier. Pas besoin de grosses concertations. Signe ton chèque, te donne, tu t'envoies, tu encaisses de l'argent, et puis tu t'envoies. Pendant que tu es en train de voyager, nous, on s'arrange pour dire, bon, ça nous a coûté tant. On comble le vide et puis on continue. Oui, je voulais mentionner aussi que nous avons fait aussi même déjà encore des progrès, si bien que c'est devenu même comme, nous avons même, je dirais, l'assurance... c'est comme une sorte même déjà de l'assurance maladie. Parce que nous ne payons pas plus seulement pour les décès. Si vous avez un papa qui est malade, dont l'état nécessite vraiment des soins vraiment pointus, on décaisse, on vous donne de l'argent pour aller aussi le soigner. Donc nous avons pris cette décision il y a de cela... Ça fait pas longtemps. Ça fait pas longtemps. Donc nous avons intégré, on ne doit pas seulement aller enterrer. Il faut aussi les soigner. On a pris cette conscience-là, oui, on dit que non, il ne faut pas seulement passer à la mort. Si votre père ou bien votre maman est malade, nous, on prend les soins médicaux vraiment en main. Vous voyez, c'est pour ça que vous faites peur. C'est pour ça que vous faites peur au Cameroun, vous, la diaspora, là, vous réfléchissez trop. Nous avons décidé, c'est ce qu'on fait. C'est ça. Bon, alors, il y a un autre aspect qui me turlupine lorsque je vous écoute. Vous êtes sur JM TV+. Je constate, comme a dit André, que vous n'êtes que des Bamileke, Yemba surtout. Mais d'autres groupes Bamileke fonctionnent un peu comme vous. Mais que répondez-vous à ceux qui pourraient vous taxer de tribalisme? Car pourquoi n'y a-t-il pas d'autres communautés camerounaises en votre sein? Non, je vais répondre à cette question. Dans la formation des groupes, nous intégrons tout le monde. Il est vrai que le projet étant d'abord un projet Yemba, il se trouve que le plus grand nombre de membres sont Yemba. Mais moi qui a été mandaté pour former les groupes, je m'assure toujours à ce que dans chaque groupe, il y ait des membres des autres communautés. Et même
des femmes. Il y a aussi désormais des femmes qui entrent, qui deviennent membres des groupes d'hommes. Par exemple, des femmes qui ne sont pas mariées, des femmes non mariées. Donc on les intègre également puisque, bon voilà, sinon elles seront seules dans la vie. Donc nous sommes ouverts. Et puis comme je l'ai dit tantôt, nous sommes en train de répandre le modèle dans toute la communauté camerounaise. Non seulement dans la grande région de Montréal, mais partout. Nous passons le message. Donc il n'y a pas une question de tribalisme ici. Enfin, le chien passe son nom. Et par la suite, le modèle est tellement intéressant. D'ailleurs, c'est ce que nous demandons. Parce que lorsque le moment va arriver, je vais expliquer un peu vers où on s'en va avec ce modèle. Parce qu'il faudra le transplanter au Cameroun également. Parce que la tontine au Cameroun, de notre point de vue, dans sa forme classique et traditionnelle, n'est pas efficace. Elle n'est pas véritablement efficace. Pour qu'elle soit efficace au Cameroun, il faut par exemple qu'un groupe qui se forme, un groupe de jeunes qui se forment, décide par exemple de concevoir un projet et de le réaliser. Je donne un exemple. Imaginez 20 jeunes qui ont chacun une maison déjà. Mais les maisons sont en parpaing, non crépies, non peintes, etc. On peut faire une tontine où on dit tontine triennale de 3 ans, donc tontine triennale. Au bout de 3 ans, toutes les maisons seront crépies et peintes. Si l'on fait ça à l'intérieur de nos campagnes, après 5 ans, on verra que tout le village est propre. Si on fait une tontine dans laquelle on élabore le projet de la mise de gazon dans les coups de toutes les maisons, alors, c'est le projet. Le projet, c'est que dans 3 ans, chaque membre ait le gazon devant sa cour. À ce moment, la tontine permet d'accompagner le membre dans la réalisation de ce projet. Au bout de 3 ans, tout le village est propre. Si l'on fait une tontine, par exemple, en disant adduction d'eau ou bien construction des forages dans la maison de chaque membre, au bout de 3 ans, chaque maison aura son forage. Donc, c'est de ça qu'il est question. Il est question de faire en sorte que la tontine permette la réalisation des projets pour chaque membre et que ces projets-là soient portés par tout le groupe. Par la communauté. Par tout le groupe. À ce moment, on va voir comment il y aura un changement. Non, ça se passe déjà, Maurice. Le problème qui se pose, c'est que ce ne sont pas les tontines. Nous qui sommes ici, nos villages sont électrifiés électrifiés avec des adductions d'eau. Non, je parle des zones où... Non, je suis en train de préciser, qu'on comprenne bien. Nos villages sont électrifiés et avec des réseaux, avec des adductions d'eau. Ce n'est pas le gouvernement qui le fait, c'est le comité de développement. Vous m'avez déjà vu. Exact. Chaque fin d'année, je peux assister au congrès. Et quand je vais là-bas, c'est pour inaugurer les adductions de l'étude que nous avons fait au village. Donc, au niveau des tontines, là où je trouve que c'est vraiment, que tu as tellement raison, ça concerne les réalisations personnelles. Ça dépend. Surtout au niveau des tontines. Mais pour les adductions d'eau, je pense que ce problème-là est résolu. Même la construction des routes et des ponts. Aussi, pour revenir à l'identité, pour l'identité, je dois dire qu'on n'a pas peur d'affirmer notre identité en tant que de là où nous sommes, mais la structuration des groupes n'est pas est basée sur les affinités. En général, les premières personnes qui vont se mettre pour construire un groupe vont par eux-mêmes chercher autour d'eux des gens en qui ils ont confiance, des gens qui sont crédibles, des gens avec qui ils peuvent mener ce projet. Ce n'est pas tous vos amis que vous pouvez intégrer dans quelque chose que vous pouvez sérieux. Donc c'est vous-même, parce que si le groupe est mal constitué, il porte en lui-même les germes de sa destruction. Donc forcément, c'est quelque chose de sérieux. Pour bâtir un groupe de 15 personnes, si chacun veut aller chercher juste une personne très très fiable dans son réseau, ça fait l'affaire. Ça peut tomber que la personne qui trouve la plus fiable soit quelqu'un du Nord, il y en a dans le groupe. Ça peut être quelqu'un de l'Est, il y en a dans le groupe. Il y en a, ça peut être quelqu'un du Sud. Ça peut être du Sud. Il y en a, oui. Il y en a vraiment. Bien sûr, oui, il y en a. Je vais préciser. Je vérifie chaque espèce. Oui, c'est vrai. Je vais mentionner, je vais ajouter quelque chose à ce qu'il vient de dire. Moi, en tant que community organizer, ce que je fais, c'est ceci. Lorsque le groupe est par exemple à 10 membres déjà, parce que quand il y a déjà 10 personnes, je lance la création d'un groupe. Ce qui fait que parfois il manque 2 ou 3 ou 5 personnes à compléter. Alors j'informe aux membres du groupe
que si jamais il trouve une autre personne crédible, de bonne foi, une personne motivée, qu'il me réfère cette personne, que je parle avec cette personne, je lui présente le projet et que cette personne retourne donc au groupe sous mon mandat. Parce que si chaque membre prend des amis à gauche, à droite et ramène dans le groupe, il peut arriver des conflits à l'intérieur du groupe. Donc je reste le seul responsable du choix des membres qui rentrent dans les groupes. C'est ça qui fait en sorte qu'à un moment donné, on se rend compte que tout fonctionne très bien, il n'y a pas de crise. Parce que quand il y a une crise, la personne retourne à moi et on discute. Et après, elle retourne dans le groupe. Donc, tu es une sorte de ministre de l'urbanisation et de l'habitat. Non, pas ça. Bon, pourrait-on imaginer, c'est la dernière question de cette phase-ci, pourrait-on imaginer qu'après la phase d'obtention de vos maisons, vous passez à la phase entrepreneuriale? Je voudrais répondre à cette question pour dire que, en fait, on a voulu commencer par la phase entrepreneuriale. C'était le premier but de notre projet, c'était de passer à la phase entrepreneuriale. Mais très vite, dans une réunion, on s'est dit, on ne peut pas passer à la phase entrepreneuriale alors que nous-mêmes ne sommes pas bien installés chez nous. Donc on a renversé les tendances. Et on est passé à cette phase, ça c'est pour le gazote. Chaque groupe est arrivé à son niveau au moment où on se parle. Ils n'ont pas la même expérience que nous. Après la phase individuelle au Canada, on vient d'achever une deuxième phase au Cameroun. On s'est dit, après être bien installé au Canada, il faut qu'on pense qu'on peut aussi avoir une maison au village. Au village. Surtout Ça, au village. Au village, ça on l'a achevé. Et maintenant, nous sommes là sur la phase entrepreneuriale dont vous parlez. On est rendu là. Hein? Je pourrais donc revenir voir ça? Oui, on est rendu. On est en train de Y réfléchir. a-t-il des indiscrétions? Dans quoi vous souhaitez-vous investir? Sur le plateau encore, mais c'est une grosse, c'est plus compliqué qu'acheter une maison. On va les réaliser. Donc on est là parce que on se dit, il faut bien qu'on revienne à ce qu'on avait pensé dès le départ, qu'on n'oublie pas qu'on doit aussi être entrepreneur parce que dans une ville comme celle-ci, il faut qu'il y ait des nôtres qui soient des entrepreneurs. Et on a des grands projets qu'on est en train de regarder pour ce côté-là. Vous savez quoi? Vous y arriverez. Ah, merci. Mon Dieu, qu'est-ce que vous m'impressionnez. Waouh! Chers téléspectateurs, nous sommes toujours dans le bœuf bourguignon qui est wonderful, quoi. Et nous mangeons un bon oiseau là que la maman de la maison nous a concocté avec les beignets. Vous voyez le truc, quoi. Manger, hein, la bouche qui parle de manger. Bien sûr, bien sûr. C'est bien, hein? On pourrait la montrer à la maman qui a cuit l'oiseau là comme ça, hein? Et ça, la maman là en cuisine, ça peut venir un peu, non? La voix un peu? Alors, tu peux venir, hein? Non, viens comment celle qui nous donne l'oiseau à manger, pas besoin. Viens ici. Quand je vois comment mes cheveux sont. Oui, voir tes cheveux. Tout le monde va savoir que tu es en train de voir les cheveux. Dans le bœuf bouillon, on dit toujours la vérité. On dit tout. Toujours. On va regarder ça comme ça au montage. Bon, comme assistant aujourd'hui, un petit frère à moi que j'aime beaucoup, Alain Boris Tienche, c'est lui qui veille sur le son et la caméra derrière. Viens, maman, viens ici. Maman de ouais. Voilà, voici celle qui a cuit l'oiseau, vous la voyez, hein? Moi, je suis très contente aujourd'hui que ça soit chez moi, que Maurice ait accepté de présenter son groupe. Alors, quand il mange, je suis vraiment émue. Et puis, bon appétit à vous tous. Merci. Merci beaucoup. Que ça se passe bien. Déjà, je suis très contente. Je vois que tout se passe bien. Et j'espère que vous allez continuer dans cette lancée. Nous sommes derrière pour vous soutenir. Demandez juste et puis nous, on le fera pour vous. Voilà des femmes bien soumises de demander, on fera. Merci, maman, fait un bijou. Merci. Merci beaucoup. Restez scotchés sur JM TV+.
Chers téléspectateurs, nous sommes toujours dans le bœuf bourguignon. Nous allons attaquer la dernière partie de cette émission qui me meut jusqu'aux larmes. Je suis vraiment content d'être venu ici au Canada cette fois-ci, même s'il fait moins 18 degrés dehors. Le froid, ça tape dur, hein? Vraiment. C'est pas comment il faut supporter tout ça. Alors, la dernière partie de cette émission concerne l'éducation de vos enfants. Prince, qu'est-ce que vous avez mis sur pied pour vous assurer de la bonne éducation et de la bonne orientation de vos progénitures? Oui, merci beaucoup. La chance que nous avons eue ici, c'est que parmi nous, les immigrants, c'est des élites intellectuelles et qui font autorité peut-être dans leur domaine. Et il y a une commission d'insertion professionnelle que nous avons créée au sein de la communauté. Cette commission d'insertion professionnelle vous donne des conseils et ceux qui sont arrivés beaucoup plus avant, ceux qui maîtrisent les systèmes éducatifs, les rouages d'éducation, ils voient comment on peut orienter nos enfants. Et à l'heure actuelle, je peux vous dire, nos enfants sont parmi les meilleurs, c'est ce que je pourrais dire. D'ici 5 ans, vous allez voir peut-être les résultats. Parce que nous essayons peut-être de les intégrer partout. Ceux qui font génie mécanique, ceux qui entrent dans les juristes, la médecine, oui, beaucoup. Nous en avons beaucoup qui sont entrés dans la médecine. D'autres ont même déjà pris des contacts, font même aux États-Unis, et nous sommes là pour les soutenir. Et les moyens que nous mettons en œuvre, ce n'est pas seulement pour acheter des maisons, comme je l'ai dit. Les moyens, le peu pour ce que nous cotisons, c'est dans la caisse de gazole et c'est aussi pour soutenir nos enfants. Wow. Il y a ça aussi. Parce que vous savez, ici en Amérique du Nord, l'école coûte tellement cher, excessivement cher. Ce qui fait que si vous avez un enfant qui veut aller plus loin, il faut mettre des moyens. Des moyens. Et des moyens colossaux. Et c'est ce que nous essayons de faire. Tu as combien d'enfants? Moi j'en ai 3. 3. Ouais. Combien de filles dedans? Une seule. Donc tu as quand même assuré la dot, quoi. Oui, Et Maurice Guépé, tu en as combien? Oui, c'est le même. Toi aussi? Oui. Oui, je les avais vus l'année dernière. Ouais, c'est ça. Il y avait une petite fille là-dedans, très jolie comme ça. Mm. Ouais, je pense que je vais réfléchir sur la dot là-dessus. Pour l'éducation des enfants, on Mais a tu m'as pas dit combien d'enfants tu as? Ben Tu oui, m'as caché. je ne vais pas cacher, j'ai mes enfants ici, ils sont 4 ici. 4. Oui, 4 ici. oui 4 ici, oui. Et ailleurs? Une au Cameroun, oui. Ah ben voilà, ça en fait 5. 5, oui. Ouais, il y a combien de filles dedans? 2 filles, une fille au Cameroun et une fille ici. Moi j'ai une fille seulement. Là. Ah ouais, ça nous rassure, n'est-ce pas? Ça, sûr. Oui, tu disais donc pour l'éducation des enfants? Non, pour l'éducation des enfants, on tient compte aussi, il y a une association d'enseignants qui sont d'origine immigrante qui s'est mise en place récemment. D'origine immigrante, bien d'origine camerounaise. Immigrante de façon générale. Piloté par les Camerounais. C'est piloté par encore des gens d'autres communautés. Donc, dans le but, n'est-ce pas, de soutenir l'éducation des enfants à la base. Vraiment à la base, qu'il n'y ait pas de dérapage. Et ils soutiennent, ils font du tutorat, font de répétitions de mathématiques pour recadrer les enfants qui pourraient tomber éventuellement dans la délinquance et pour favoriser l'obtention de très bonnes notes parce que le système nord-américain est basé beaucoup sur la note. Donc si les enfants réussissent de façon modeste, ça ne va pas les aider. Mais s'ils réussissent avec de bonnes notes, là ça leur permet de se classer pour de bonnes filières telles que les parents auraient souhaité. Donc ces parents, donc je félicite donc ces enseignants qui font ce travail. Pour, n'est-ce pas, l'encadrement de nos enfants. Ce travail bénévole, il faut que c'est un travail bénévole, oui. Et aussi, autre chose, c'est que nos parents sont très très avancés dans l'épargne pour l'éducation des enfants. Oui, c'est ça. Ils mettent beaucoup d'argent de côté parce qu'on est très très épargnants, nous. On va acheter des maisons, mais on bâtit le futur au travers de l'épargne qu'on fait pour l'éducation des enfants. La plupart des gens de notre communauté ont des fonds déjà bien arrangés. C'est lui qui les garde. Donc pour l'épargne des... C'est toi qui garde. Oui, je suis. On va devenir amis. C'est ça. Tu vois, on va devenir très amis maintenant. Donc la plupart ils ont un fonds
qui finance l'éducation des Qui finance enfants l'éducation. rendus à l'université. Oui. Pour que ça ne pèse pas sur les parents le mois venu. Donc ça c'est très important. C'est un montant bloqué, 20 ans. Ça prend 20 ans que l'on débloque. Dès que l'enfant naît, Vous commencez épargne. on l'épargne. jusqu'à ce que l'enfant arrive à l'université, là Là, l'argent on est débloque. C'est ça. Donc ça c'est Et aussi... celui qui est chargé de ça. Il ne faut pas le chercher, hein. L'argent n'est pas gardé dans sa maison. Non, je ne vois C'est dans les banques. Il faut pas le calculer. Ils n'auront rien. Bon, Voilà. alors nous touchons la fin de cette émission. Le mot de fin qui répondait à la question que je ne vous ai pas posée. Il y a certainement une question que vous aurez aimé que je vous pose. Je n'ai pas tilté dessus, car je ne sais pas tout. Qui commence et qui termine? Peut-être toi, ensuite Maurice continuera, car c'est le ministre de l'Urbanisation et de l'Habitat désormais, nommé par personne. Oui, Prince. Oui, ce que je vais dire, je vais tout d'abord te remercier d'avoir pensé à nous. Et le message que je peux dire à nos jeunes et aussi aux membres de la communauté, c'est de ne pas baisser les bras. De savoir que c'est chacun qui peut lui-même se tailler une place au soleil. Personne ne le fera à ta place. Et ici, au Canada, il y a des opportunités. On peut devenir tout ce qu'on veut. Il suffit seulement d'y mettre la volonté et t'entourer des gens positifs. Donc, sur ce, je dis que la balle est dans votre camp. Le camp de chacun. Le camp de chacun. Merci. André. Voilà, je m'en voudrais de ne pas dire un grand merci, de profiter du plateau de cette émission que j'aime beaucoup, une fois de plus, pour saluer toute la communauté Yemba du Canada et leur dire merci parce qu'ils viennent de me renouveler leur confiance pour un deuxième mandat, pour un deuxième mandat de 2 ans, un deuxième mandat et un dernier mandat. Je ne m'éterniserai pas au pouvoir. Ah, il faut qu'on ne pas dans ce corps ou quelqu'un d'autre que je ne citerai pas. Bon. Donc, je leur dis merci pour la confiance qu'ils m'ont faite et je leur dis de continuer d'être une communauté tricoté serré, comme on dit au Québec, donc très très soudée. Une communauté dans laquelle règne beaucoup d'amour. Ça, c'est la clé de tout ce qu'on a dit là. C'est l'amour de nous-mêmes qui nous permet d'aller aussi loin. Donc, je salue tous les Yemba et je leur dis de rester tels qu'ils sont et de ne pas se laisser compromettre dans leur état d'esprit. Voilà, et moi, je demanderais aux autres communautés d'Américains, Betty, Boulou, Bassaout, même Full Bay, de suivre votre exemple. Voilà. Merci. Maurice. Voilà, tu viens là de dire ce que je voulais dire. Ah bon? Ah, oui. Donc, on peut clôturer l'émission. En fait, c'était ça mon mot de fin. C'est-à-dire que la tontine, telle que je l'ai présentée, telle que nous l'avons présentée, a été modernisée, a été revue et corrigée. Il y a un modèle traditionnel, mais que l'on peut adapter. Et la meilleure façon d'adapter, c'est de faire en sorte que le produit de la tontine aide chaque membre et que l'on suive le projet pour chaque membre. Et donc, je demanderai à la jeunesse camerounaise de s'approprier la tontine et de procéder de cette façon-là pour se bâtir des maisons, pour s'arranger leur espace vital et pour d'autres projets encore qu'ils imagineront. Merci. La tontine qui, selon la Banque mondiale, fait beaucoup de bien au Cameroun, même si certains ne voient pas les choses de la même façon, mais qui peut-on être au Cameroun pour contredire ce que dit la Banque mondiale? Voilà, avant de continuer cette émission, je vais surprendre quelqu'un qui est derrière la caméra. Alors, Alain Boris, il faut que tu viennes qu'on te voit aussi. Allez, viens, mon petit. Viens ici. Viens, qu'on voit ta tête avant. Voilà, viens. Voilà, tu enlèves ton chapeau. Cada et tradition barbecue, on met pas le chapeau avant les années. Enlève, s'il te plaît. C'est vrai, mais il n'a pas eu peut-être bien fait. Oui, c'est pas grave, enlève le chapeau. Oh, montre-toi, voilà, baisse-toi comme ça, on te voit. Voilà, alors Boris Sientu, qui est étudiant ici en cinéma, c'est notre futur hollywoodien, voilà. Notre futur Spielberg. Spielberg, Ouais. Il faut être ambitieux. C'est pas prétentieux que de vouloir être Spielberg. Et crois-moi, mon petit, tant que tu seras comme tu es, tu seras. GMTO Plus te soutiendra jusqu'au bout. Voilà. Tout à pour que j'y arrive.
Voilà, merci beaucoup. Merci. Chers téléspectateurs, on se retrouve toujours sur le plateau du Bœuf Bourguignon dans quelques jours avec d'autres invités. D'ici là, malgré la situation difficile au Canada avec le froid, nous avons moins 18 aujourd'hui, gardez la banane au moins jusqu'ici. Bye bye. Bye bye. Au revoir. Merci. Merci.